Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie. Un podcast de la Société française de radiologie. Bonjour Michael Ohana. Bonjour Alice. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre la parole au micro de Trajectoire au rayon X. On est vraiment très content de vous avoir. Michael Ohana, vous êtes professeur de radiologie à Strasbourg, spécialisé en imagerie cardiovasculaire et thoracique. Et vous avez également une activité assez intense sur les réseaux sociaux. Bon, attends, vous je sais pas. Un compte X assez actif et puis vous faites aussi des vidéos YouTube à visée éducationnelle qui ont leur succès. Donc on va parler de tout cela. Mais ce qui nous intéresse sur le podcast, c'est la trajectoire des radiologues que nous avons à notre micro. Alors peut-être on peut commencer par le début. Professeur Ohana, de quel milieu êtes-vous issu? Est-ce que vos parents étaient médecins ou pas du tout? Racontez-nous un petit peu dans quel contexte vous avez grandi. Mon papa est médecin généraliste. Ma maman pas du tout, elle n'est pas du tout dans le domaine médical, mais c'est vrai que mon papa avait son cabinet qui était un peu à côté de la maison. Alors c'était pas dans la maison, mais c'était vraiment pas loin. Et quand on était petits, avec mon frère et ma sœur, souvent on allait au cabinet pour aller, soit parce qu'il devait nous ramener, ou soit parce qu'il fallait récupérer des choses, ou parce qu'on avait besoin d'un médicament qui devait nous examiner ou autre. Donc ouais, j'ai toujours un petit peu grandi dans ça en quelque sorte, et c'est vrai que ça te donne envie quand même. Donc ouais, ça m'a donné envie d'avoir un peu le goût de la curiosité pour le côté médecine. Je voyais mon papa qui travaillait quand il est à la retraite là, donc maintenant c'est plus cool heureusement, mais quand il travaillait, il était vraiment, il travaillait énormément, mais vraiment énormément, et je me souviens qu'il rentrait très régulièrement hyper tard le soir, les patients qui appelaient à la maison parfois, etc. Donc c'était vraiment extrêmement prenant. Et il m'a toujours dit que médecine c'est super, mais médecine générale c'est difficile, c'est trop prenant. Il m'a dit fais plutôt une spécialité. Donc après... Le choix des études de médecine, ça s'est fait finalement, pas tant que ça en fait, non, pas tant que ça. J'aimais beaucoup les maths au lycée, vraiment beaucoup, et on m'a dit mais pourquoi tu n'irais pas faire une prépa, les maths t'aimes bien, et puis ça pourrait être sympa après de continuer, etc. Donc c'est vrai que j'ai autant, quand j'étais plus petit, je vais faire comme papa, ouais. Mais après, une fois qu'on arrive et qu'on s'approche un peu du choix, quand on est comme ça, en première ou terminale, et que ça devient un peu plus concret, on se dit, on va voir quand même un petit peu le reste. Et moi, j'ai pas mal hésité. Je m'en souviens encore, j'ai pas mal hésité. Après, la blague, c'est demande est-ce que tu regrettes pas de pas être en prépa? Je dis pas encore. Mais non, j'avais pas mal hésité. Après, effectivement... Pour faire ingénieur, par exemple? Ouais, mais okay. J'aimais beaucoup les maths, et le côté un petit peu sur avoir des choses sur lequel un peu conceptuel, l'informatique et tout, ça me plaisait beaucoup. Mais il y avait un côté qui était... Peut-être qu'il manquait un petit peu de tangibilité, c'est-à-dire que finalement, ingénieur, surtout dans la famille, on n'avait pas du tout. C'était très abstrait. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors que finalement, le côté médecin, surtout quand on est jeune, ça parle, quoi. D'accord, c'était... Ça parle, c'est plus réel. On voit exactement, on voit un petit peu ce qu'on va faire. Alors qu'en vérité, une fois qu'on entre en médecine, on le sait, c'est hyper vaste, il y a de tout, et peut-être ça, on ne s'en rend pas compte au départ. Mais effectivement, quand il a fallu faire les choix, le côté concret, de dire finalement je sais un peu ce que c'est, qu'est-ce que ça peut donner et tout, fait que voilà. Et donc vous avez fait vos études à Strasbourg? À Strasbourg, ouais. À Strasbourg, ouais. Donc en test depuis toujours finalement? Ouais, c'est assez linéaire. Et comment ça s'est passé pour vous, les études de médecine, le choix de la radiologie? Est-ce que c'était... les études sont un bon souvenir, franchement. On dit toujours que c'est difficile, les études de médecine, et probablement que ça l'est, mais ça reste quand même un bon souvenir. Je pense qu'avec le temps, quand on vieillit, c'est encore un meilleur souvenir, quoi.
on rigolait bien quand même, hein, vraiment, on s'amusait bien. Et voilà, on apprenait plein de choses, on faisait plein de choses. Et ouais, moi j'en garde vraiment un super souvenir, quoi. C'est le temps avec les copains, à rigoler, ok, à progresser, à apprendre, etc. Mais finalement, voilà, pas tant de mauvais souvenirs ou de difficultés ou de choses qui semblaient inatteignables ou impossibles, même si a posteriori on se dit bon, on a quand même passé beaucoup de concours, tout se passait, hein, et que voilà, c'était peut-être incertain, etc. Mais finalement, quand on était dans le... Donc plutôt un bon souvenir. Voilà, franchement, c'est un bon souvenir. Et alors, comment vous avez choisi la radiologie? Donc à l'époque, je pense que c'était la spécialité médicale qu'on choisissait. Ouais, c'est ça, exactement. Alors ça change tout le temps, hein, et même franchement, même quand on est à la fac, on a du mal à s'y retrouver avec les réformes. Mais effectivement, à l'époque, on choisissait spécialité médicale, et après, dans la spécialité médicale, globalement, en fonction de la ville qu'on choisissait, on savait à peu près quels étaient les postes qui étaient disponibles pour quelle spécialité, et donc en fonction de son classement, on pouvait estimer qu'on avait de grandes chances d'avoir, ou alors pas de chances d'avoir telle ou telle spécialité, même si c'était pas aussi carré que ça peut l'être actuellement, où il y avait quand même une petite part d'incertitude. Après, effectivement, le côté spécialité médicale, pour moi, c'était assez clair, hein. La chirurgie, ça m'a jamais trop attiré. Et après, dans les spécialités médicales, c'est vrai que j'ai toujours eu une appétence pour tout ce qui est technologie, tout ce qui est informatique, tout ce qui bouge. C'est vrai que la radio, ça m'a toujours plu. Donc c'était votre premier choix en fait? Ouais, franchement, ouais. Après, je me souviens, en première année d'internat, les postes de radio n'étaient pas disponibles pour les premières années, tout simplement parce qu'ils étaient déjà trustés par les plus vieux. Et donc, on n'y avait accès qu'en deuxième année. Et donc, en première année, on faisait nos stages, qu'on appelait les stages de clinique. Généralement, on faisait dans des spécialités qui étaient un petit peu proches. Donc, effectivement, comme j'aimais bien, bien sûr, j'étais vraiment orienté vers l'imagerie. J'avais pris un stage de médecine nucléaire, c'était mon premier stage d'interne. Un stage que j'avais bien aimé. Et voilà, je ne me voyais pas non plus faire médecine nucléaire. Je trouvais que c'était peut-être... C'est une très belle spécialité, mais on voit tout par un petit bout de lorgnette. Et c'est vrai que la radio est un peu plus vaste. C'est plus vaste. Et ça, c'est plus agréable d'avoir peut-être un peu plus de possibilités, un peu plus de choix, et d'être un peu moins ciblé. Après, mon deuxième stage, c'était radiothérapie. Ça m'a énormément plu. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai un peu hésité. Ça m'a énormément plu, c'est une très belle spécialité. Pareil, c'est très technique, mais il y a aussi un côté clinique qui est hyper bien et hyper valorisant. Après, j'ai pas mal hésité. Je me suis dit, bon, je vais quand même faire radio pour voir quand même, faire mes semestres de radio. Et puis après, c'était super le semestre de radio. Donc voilà, ça s'est plus posé. Ok, donc un internat de radio à Strasbourg. J'ai fait la plupart de mes stages sur Strasbourg, effectivement. Après, à Strasbourg, on a la chance d'avoir des périphes qui sont vraiment super. Pour ceux qui connaissent, c'est Colmar et Mulhouse, qui sont de très bons périphes, avec de beaux centres et tout, qui sont sans être trop loin de Strasbourg. Pareil, j'ai fait je ne sais plus combien de stages, c'était sur Mulhouse surtout, qui étaient des super stages. Voilà. J'ai fait aussi un interchu à Paris. Ouais, ça c'était cool aussi. Pareil, je trouve que c'est une chance. C'était chez Prof Carrier à Garches. Ok, super. Donc l'imagerie thoracique déjà un peu. Alors c'était plus pour faire de l'imagerie musculo-squelettique, parce que j'en avais pas fait quand j'étais interne, et mes seuls petits restes, ça date de cette époque-là. Donc, Et alors, l'imagerie cardiovasculaire et thoracique, c'est quelque chose qui est venu pendant l'internat ou par hasard? Alors, le thorax, c'était pendant l'internat et le clinica. Okay. Donc, j'ai fait mon clinica aussi à Strasbourg. Et là, pour le coup, c'était vraiment thoracique. On a un gros service d'imagerie au CHU à Strasbourg qui gère donc toute l'imagerie thoracique. Et puis, il y a une PH, Dr Lyon, qui est un puits de science et de savant qui connaît énormément de choses. Et ça, aussi, ça bien sûr. Ou c'est elle qui m'a appris tout en imagerie thoracique. Donc ça, c'était vraiment hyper important. Et aussi ma chef de service, professeur Roy,
qui, dès le départ, m'a dit l'imagerie thoracique, c'est bien, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut aussi aller développer sur les choses un petit peu nouvelles qui viennent. Et le cardiovasculaire, à l'époque, c'était un peu nouveau. Elle m'a dit, là, il faut que vous y allez. Donc, j'ai suivi son conseil. Son conseil était vraiment excellent. Donc, on a commencé un petit peu à le faire parce que finalement, à l'époque, les techniques, elles commençaient un peu à arriver. Le scanner cardiaque, ouais, c'est ça, exactement. On va dire que c'était encore confidentiel. Voilà, on était dans les années 2010, 2009, 2010. C'était encore confidentiel, mais on pouvait déjà commencer un petit peu à en faire. Et ça a été en fait aussi le focus pour ma mobilité, vraiment sur l'imagerie cardiaque. Ah super, donc on va y venir, parce que vous évoquez la mobilité. J'imagine qu'il y a eu un choix entre-temps d'entamer un cursus universitaire. Ouais, alors après, est-ce que ça a été un choix à un moment ou pas? Je sais pas. Comment ça s'est joué? Disons, il y a toujours eu la curiosité qui est présente. Donc voilà, quand il y a des choses, essayer un peu de réfléchir, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas. Il y a toujours eu l'envie de faire des petits trucs un peu éducatifs ou alors des petits trucs un peu scientifiques. Et donc c'est vrai que même en tant qu'interne, on a quand même la possibilité parce que il y a plein de choses qui s'offrent. Et je me souviens notamment tout ce qui est JFR, il y a toujours la possibilité de faire des posters. Et alors, j'ai eu la chance d'avoir toujours des seniors autour de moi qui étaient volontaires. Ils me disaient, tu veux pas faire un poster pour les JFR? Ou là, regarde, là, j'ai eu un beau sujet. On pourrait peut-être faire un poster sur la pathologie ou sur l'ensemble de pathologies. Et finalement, c'est sympa, quoi. Donc ça a commencé un peu comme ça. Alors on fait un poster pour les JFR, et puis après on fait un abstract scientifique, et puis après un coup c'est le RSNA, et un coup c'est le CR. Donc un peu malgré vous ou Non, parce que ça plaît, Non, c'est vraiment sympa. Et après on se prête un petit peu au jeu. Vous avez dû faire un master, j'imagine, à un moment, une thèse? Ouais, alors pareil, ça, le master je l'ai fait quand j'étais interne. Donc, je pense qu'en médecine, on a quand même la chance, et en radio peut-être encore plus qu'ailleurs, de pouvoir, en tout cas à Strasbourg, c'était faisable, de pouvoir faire le master pendant son internat. Ah d'accord. C'est difficile parce qu'il faut gérer les plannings, etc. Mais c'est pas impossible. D'accord. Et on était plusieurs internes, alors pas que de radio, j'avais un très bon pote qui était interne de chir qui le faisait aussi, un autre pote qui était interne de médecine nucléaire qui le faisait, donc on était plusieurs comme ça, plusieurs internes, au moins 5 ou 6 internes de médecine, à être inscrits dans le master en M2 et à le faire en parallèle de notre internat. Avec un stage du coup qui est un stage dans un stage service classique, clinique. Ouais, dans un service clinique, effectivement. Okay. Et ça, alors je sais que souvent on se dit, un master c'est bien de le faire et de s'arrêter et de faire son année ou ses 2 années M1, M2 à ne faire que de la science. Mais c'est vrai que quand on est interne, finalement on est encore jeune, on ne sait pas forcément est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas nous plaire. Et le fait de pouvoir un petit peu faire les deux en même temps, j'ai plein de copains qui l'ont fait en se disant je ne perds rien, quoi. Voilà, je vois, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Effectivement, alors c'est pas facile parce qu'il faut arriver à mener les deux de front, mais voilà, c'est gérable. En radio, franchement, c'est gérable. Même le collègue en chir, il y est arrivé, alors c'est jouable. Et on voit le master. Moi, j'ai fait un master d'informatique médicale, donc qui était assez carré. On a fait du MATLAB, etc. Et en fait, c'est pareil, c'est marrant parce qu'on se plonge dans des trucs qu'on n'a plus fait depuis le lycée. Puis c'est rigolo parce qu'on a à côté de soi des étudiants ingénieurs qui, eux, sont en 4e ou 5e année et qui, eux, ont baigné dedans depuis plusieurs années. Puis on essaye un peu de comprendre, alors ils nous aident, ils nous montrent certains trucs, il y a d'autres trucs, de l'applicatif, on va dire, là, finalement c'est plus comme ça, et puis tout ça c'est intéressant. Et puis finalement, on arrive quand même à se débrouiller et à s'en tirer, même si après des années on oublie tout, maintenant. Si on pratique pas, on oublie. Mais sur le moment, il y a vraiment ce côté un petit peu un challenge, et ça c'est hyper intéressant. Donc ouais, ça j'ai fait quand j'étais en 4e année d'internat, je crois, 4e ou 5e année d'internat, le master. Et pareil, ensuite, ça m'a donc plu. le clinica,
Donc ensuite le clinica. Assez vite. Mobilité pas si vite que ça, non. Donc j'étais chef en 2011 à 2013. Ma mobilité, je l'ai faite en 2016-2017, donc quelques années après. Et je pense, bon ça c'est pareil, c'est ma chef qui m'a poussé, hein, prof Roy, mais aussi le chef de pôle, prof Ganchi, hein, qui a été vraiment, pour le coup, qui m'ont vraiment soutenu, et ça c'est hyper précieux et soutenu de manière bienveillante, quoi. Et Ça, alors c'est hyper racontez-nous, important. c'était où cette mobilité? Sur quoi vous Alors avez la travaillé? mobilité c'était à Vancouver, ça c'était royal. Ah, super. Alors l'objectif en fait de la mobilité c'était avant tout de faire de l'imagerie cardiaque. Donc en mobilité il y a plusieurs possibilités. On peut faire une mobilité qui est purement recherche. On peut faire des mobilités qui sont un petit peu mixtes avec de la clinique et de la recherche. Moi je voulais quand même continuer à faire de la clinique déjà pour me former mais aussi pour pas trop perdre. Je voulais que ce soit en Amérique du Nord parce que je voulais que ce soit un truc vraiment anglophone et que ce soit dépaysant. Et donc après, il n'y a pas beaucoup de choix. Si on veut faire de la clinique, mais en Amérique du Nord, les États-Unis, c'est très difficile d'accès. Il faut passer l'USMLE, etc. Ce qui est quand même avec beaucoup d'incertitudes. Et le Canada, c'est quand même un peu plus open pour les Français. Alors, je ne voulais pas aller dans le parti francophone au Québec. Je me dis, on va quand même aller dans la partie anglophone. Dans la partie anglophone, il y avait Toronto et Vancouver. Et en fait, à Vancouver, le boss en radiologie, Dr Leipzig, c'est vraiment une pointure en imagerie cardiaque. Et donc, il recrutait des fellows. Et donc, j'ai C'est appliance. un fellowship Clinical fellow. clinique. Ouais. Ok. Donc, j'ai appelé pour ça, en disant que je voulais faire à la fois la clinique, mais aussi d'avoir au minimum une journée à 2 journées pour faire que de la recherche. Et c'est ce qui s'est passé? Ouais. Donc j'ai été pris, ça c'était cool. Donc la blague, c'est qu'il m'a dit que j'étais le meilleur français qu'il ait jamais eu, parce que j'étais le premier français qu'il ait C'est toujours important. Non, et le boss était vraiment, Donc vraiment l'idée, super. c'était de ramener en France des compétences C'est de se en imagerie former, cardiaque. de se former en sachant que ils avaient déjà une grosse expérience sur place. Avec des vacations, ils en faisaient à l'époque, c'était en 2016-2017, ils en faisaient une vingtaine chaque jour. Ce qui, en dehors de quelques gros centres en France à l'époque, était quand même encore assez rare. Ouais, l'extérieur, c'était vraiment phénoménal. Et donc, clairement là-bas, en 6 mois, on était exposé à des milliers d'examens. Des milliers d'examens. Donc clairement, on va dire sur la partie purement clinique et tout, c'est là-bas où j'ai vraiment progressé énormément. Même si on en faisait déjà un peu chez nous. Et là-bas, c'est des radiologues qui font l'imagerie cardiaque? Alors, c'est un service de radiologie et le boss, c'est un radiologue et les seniors locaux, c'est des radiologues. Mais c'est vrai que dans les fellows, lui, il a des fellows cardio et des fellows radiologues. Effectivement, mes co-fellows à l'époque, qui étaient des gens vraiment super, qui venaient un de Nouvelle-Zélande, 2 d'Australie et un de Corée du Sud. C'était que des cardiologues. D'accord. J'étais le seul radiologue. Et ça, c'était hyper intéressant aussi parce que, forcément, j'avais des connaissances qu'eux n'avaient pas. Donc, ils me demandaient, etc. Et puis, eux, ils avaient aussi des connaissances. Et puis, on a pu bien échanger là-dessus. Donc, ça, c'était chouette aussi. Ouais. Donc, quand vous êtes revenu, j'imagine que vous aviez tout un tas de connaissances supplémentaires. Ça a dû bien faire progresser votre cursus de radiologue HU. Ouais, clairement, ouais. Et la thèse de sciences, vous l'avez faite avant, après? J'ai fait juste avant. Ouais. Avant. Donc la thèse de sciences, je l'avais commencée quand j'étais chef de clinique. Ok. Et je l'ai terminée juste avant de partir. Donc j'ai dû soutenir en juin, 9 juin, je crois, 8 juin ou 9 juin. Je suis parti en juillet. En septembre? En juillet. En juillet, ok. Juillet, je suis parti fin juin, quoi. Ouais. Ok. Ah ouais, donc c'était tout juste. Ouais, c'était assez chargé comme période. Sur plein de plans d'ailleurs. Et alors cette carrière HU, c'est quelque chose dont vous nous avez expliqué que c'était un petit peu progressivement que vous êtes tombé dedans, et puis on vous a aussi aiguillé, mentoré. Ouais. Alors qu'est-ce que vous aviez à nous partager sur
ce processus voilà, depuis l'internat jusqu'à la nomination, vous avez trouvé que c'était particulièrement difficile ou ça a été une continuité? Comment vous pouvez nous raconter ça? Moi, je pourrais dire que j'ai quand même eu beaucoup de chance. Les gens autour de moi étaient toujours, comme dit, vraiment très bienveillants et très corrects. J'ai pas eu d'histoire ou de magouille de derrière les fagots, comme parfois malheureusement ça peut arriver et qui peuvent nuire à certaines personnes, pas pour les bonnes raisons, pour des raisons qui sont parfois complètement extérieures. Non, j'ai juste eu entre guillemets à faire mon travail, j'étais bien entouré, bien poussé, donc non, je ne l'ai pas ressenti comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de long, comme quelque chose d'impossible. Après, oui, je sais que j'étais un peu chanceux, clairement, quoi. Mais non, je pense donc, que localement, c'était propice? Non, c'était assez fluide, en fait. C'était assez fluide. C'est l'avantage quand on est formé dans un hôpital. On a été interne, on a été chef, on était PH, finalement, surtout en radio, où on est quand même un petit peu au centre de tout. On connaît vite les gens, et ça, c'est irremplaçable, quoi. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cette triple activité entre la clinique et finalement la recherche? Je trouve le truc qui est le plus plaisant, c'est vraiment on est toujours un peu à la pointe et on a toujours des trucs nouveaux. Ça, c'est vraiment sympa. Donc, être au courant en premier, faire l'innovation. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on a toujours possibilité de tester de nouvelles machines, de tester de nouveaux logiciels, de voir un petit peu ce qui se fait. Et puis comme on a un CHU, même s'il n'y a pas d'argent au CHU, on a quand même accès à plein de choses. Et ça, c'est quand même chouette, quoi. Ça, c'est vraiment chouette de pouvoir faire les trucs un peu tout premier, ou voilà, on voit un petit peu les choses, c'est nouveau, c'est peut-être pas encore complètement au point, mais on va un peu tester, on va voir si ça donne des trucs ou pas, ça marche pas. Parfois, on n'en sait rien, et puis on teste. Vous avez des exemples en tête de projets un peu innovants qui vous ont plu ces dernières années? Alors, je pensais que vous allez demander un truc qui ne marche pas. Le plus grand exemple de truc qui ne marche pas, c'est ma thèse de science. Mais c'est intéressant de parler aussi des échecs. C'est pas vraiment un échec, mais donc la thèse de science, pareil, c'était un projet super intéressant sur l'imagerie de la ventilation en scanner double énergie. Donc c'est 2011-2012 à peu près, le début de la thèse. Donc l'imagerie en double énergie, ça avait déjà quelques années, mais c'était quand même pas encore quelque chose de robuste et de bien installé. Et il y avait quand même déjà des petites publis qui sortaient sur de l'imagerie de la ventilation avec des gaz rares qu'on arrivait à voir au scanner. C'était du krypton à l'époque, quasi exclusivement du krypton. L'idée, c'est quoi? C'est de faire d'épreuves fonctionnelles respiratoires en scanner? Non, c'était par exemple de faire respirer le gaz au patient et d'avoir un traceur gazeux, déjà pour voir s'il y avait par exemple des espaces morts ou pas en termes de ventilation dans le parenchyme. Pas physio, mais d'avoir une donnée, on va dire, un petit peu plus avancée que simplement l'anatomie pure ou la morphologie pure. Et donc il y avait des publis avec du xénon, et alors je m'étais renseigné, j'ai vu ça, les images étaient magnifiques. Pareil, on voit dans les publis ou dans les congrès des trucs magnifiques. On voit ça, on fait waouh, c'est trop génial. On se dit super, on va faire ça. Et en fait, c'est là on se rend compte que tout n'est pas facile. Alors typiquement, par exemple, là, le xénon, c'était absolument impossible d'en avoir. C'est un gaz extrêmement rare qui coûte extrêmement cher. Je n'ai toujours pas su comment les gens se sont procurés dans les centres qui l'ont fait, mais c'est absolument pas faisable ou réalisable, en tout cas en semi-routine, quoi. Donc on est parti sur un gaz qui était un petit peu plus accessible, un peu moins cher, le krypton, mais avec un poids moléculaire beaucoup plus bas. Et donc avec une grosse incertitude sur est-ce que ça va marcher ou pas marcher. Donc on construit toute ma thèse là-dessus. C'est bien que quelqu'un et voilà. Et en fait, non, ça marchait pas parce que c'était pas assez dense en termes de poids moléculaire pour qu'il y ait une détectabilité même en scanner spectral. D'accord, ok. Et alors après, c'est pas grave si ça marche pas. Il y a eu on faut quand même étudier plein d'autres trucs. Le scanner spectral, maintenant je sais absolument comment ça marche, j'ai compris comment ils font, etc. Donc déjà rien que ça m'a apporté énormément. Il y a eu aussi beaucoup de travaux faits en termes de recalage des images, donc en post-traitement, etc. Donc tout ça, c'est utile. Mais c'est un petit peu un exemple de, ok, on a une innovation, puis parfois, forcément, on ne tombe pas sur ce qu'on trouve, quoi. Et alors,
un autre exemple d'une innovation qui a une issue plus... qui a bien marché. Qui a bien marché. Bon, dans les choses un peu récentes, tout ce qui est les DLR, donc les reconstructions en scan ou en IRM assistées par IA. Clairement, clairement ça, on avait moi personnellement j'avais des petits a priori au départ. Et c'est vrai que quand on voit la qualité des images derrière, la robustesse, c'est vite balayé, quoi. Donc ça, typiquement, ça c'est un gros win, quoi. Donc ce qui permet de réduire la dose. Ça permet de réduire la dose, ça permet d'améliorer la qualité, ça permet de débruiter les images, ça peut permettre aussi d'augmenter la résolution des images en termes de résolution spatiale. Donc clairement, ça permet de faire plus avec les images qu'on a, ou alors d'arriver à la même chose avec beaucoup moins de doses, par exemple. Et là, clairement, ouais, ça a vraiment bien marché, ça, pour le coup, vraiment. D'accord, ça marche. Alors, il y a un autre aspect que je voulais aborder avec vous, c'est votre activité sur les réseaux sociaux, sur Internet au sens large, notamment sur Twitter, qu'on appelle X maintenant, ouais. et YouTube. Alors, comment ça vous est venu de partager des contenus éducationnels, radiologiques sur Internet, et vous avez pas mal de succès. Racontez-nous d'où ça vient. Alors, bon, en tant que, je suis quand même un petit geek, donc j'aime bien tout ce qui est nouveauté, etc. Et même dans les nouveautés, dans les réseaux sociaux, je suis complètement perdu. Donc, des trucs comme TikTok, par exemple, jamais réussi à m'y faire. Pareil, Instagram, jamais. Mais c'est vrai que Twitter, j'avais bien aimé. J'avais mon petit compte où je suivais des trucs, alors à la fois en radiologie, je trouvais extrêmement efficace pour faire de la veille scientifique. Ça marchait extrêmement bien avant, ça marche toujours plutôt pas mal aujourd'hui. On voit des news sur des. Ouais, il suffit d'être abonné à certaines personnes, alors que ce soit des journaux qui postent un petit peu des journaux scientifiques qui postent, qui sortent, mais simplement d'autres collègues qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt. Et en fait, il y a plein d'articles que j'ai découverts grâce à ça, parce que parfois c'est des choses qui peuvent passer un peu sous le radar. Ouais. C'est hyper intéressant. Donc c'est vrai que ça, pour la veille scientifique, c'est génial. Ça marche extrêmement bien. Et ça, c'est vrai que depuis que je suis interne, c'est quelque chose que j'utilise. Putain, je ne sais pas depuis combien de temps je suis dessus, depuis combien de temps ça existe. On vieillit. Je peux me faire moins 10 ans facile, minimum, même avant, quoi. Je pense que quand j'étais interne, c'est interne en 2006, dans cette période-là, quoi. Donc c'est vrai que pour la veille scientifique, c'est génial. Bon, après, il y a tout le reste. Voilà. J'aime bien, par exemple, tout ce qui est nouvelles technologies, les derniers smartphones, ce genre de trucs. Twitter, c'est une belle source d'infos pour ça. Et c'est vrai que j'utilisais un petit peu comme ça, je vais pas dire en sous-marin, mais voilà, en échangeant un petit peu, etc. Mais voilà, ça reste un petit niveau. Et ouais, ce qui a fait changer le truc, c'est le Covid, clairement. Ah oui. Ouais. Donc au Covid, les gens avaient un énorme besoin d'information, énorme. En plus, vous êtes imagerie thoracique. Et voilà, je suis imagerie thoracique, et on est à Strasbourg où on a eu la plus grosse vague de Covid, les premiers en France après Mulhouse. Enfin, on s'est tapé la plus grosse vague dès le départ. Et c'est vrai que ça a marqué votre carrière, vous pouvez le dire maintenant. C'était complètement fou, c'est-à-dire un truc complètement nouveau où le scanner est au centre de tout, et on se tape le truc 15 jours avant les autres, et les autres ils se le tapent 15 jours après, et voilà, les copains à Paris ils appellent qu'est-ce que tu as fait là, comment tu as géré ça, etc. Et c'est là où finalement on s'est rendu compte il y a un besoin quand même de partager l'info, quoi. Ce qu'on a, c'est précieux, il faut le partager, et c'est vrai que Twitter c'était une belle plateforme pour ça, vraiment une belle plateforme de partager des cas. J'ai partagé plein de cas de Covid, et à l'époque, les gens, quand ils n'avaient pas encore la vague chez eux, ils n'en avaient jamais vu. Ouais. Donc ça permettait de voir. Pas sorti, exactement, c'était pas sorti. Et c'est vrai que, pareil, c'était un peu postérieur, c'est toujours un peu étonnant, c'est que les Chinois qui se tapaient ça 3 mois avant, finalement, ils n'ont rien sorti comme papier, ou très peu. Très peu, ce qui est étonnant. Et donc, voilà, je trouve que ça a été un très bel outil pour partager, s'informer. Et c'est vrai qu'à un moment, je ne vais pas dire on devient accro, mais on est vraiment dessus. Alors après, il y a des choses qui sont un peu moins bien sur Twitter.
Voilà, donc voilà, et parfois il faut un peu décrocher. Mais ouais, c'est parti de là. Donc je pense que voilà, l'intérêt de Twitter il est parti de là. Après pour YouTube, c'est un peu différent. Bon, comme dit, j'aime bien tous les trucs tech. Donc j'adore regarder. Maintenant j'ai moins le temps, mais voilà, le test du dernier iPhone, ou du dernier gadget, machin, je trouve ça hyper drôle. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que on voit qu'il y avait une vraie culture sur YouTube de la façon de présenter les choses. Et les gens qui étaient sur YouTube, en 10 ans, ça a complètement changé. Il y a 10 ans, bon, voilà, c'était un truc qui était assez classique, voilà, un peu comme ce que je fais maintenant, devant un truc, vous présenter, voilà. Et les gens, ils ont évolué, ils font des choses avec des montages complètement incroyables, c'est dynamique, ça donne envie, c'est ouf, quoi. Et tout ça, les gens, vous avez l'impression qu'ils font ça un peu dans leur coin, tout seul, avec un talent incroyable, quoi. Et donc, bon, ça m'amusait, je vois ça et tout, je trouve ça génial. Donc, pourquoi on ferait pas ça pour finalement, la radio, c'est visuel. Ce serait sympa de faire ça, quoi. Et donc, ouais, ça faisait depuis un bout de temps que j'avais envie de me lancer. Puis après, on n'a jamais le temps, hein. Voilà, c'est comme tout, hein. Et puis, pour dire, hop, on y va. Donc, j'ai lancé deux, trois vidéos comme ça pour voir. Et puis, finalement, il y a quand même eu un petit retour. Quelques personnes qui ont apprécié, etc. Et je trouve ça assez marrant. Donc, tu partages des cas cliniques d'imagerie thoracique ? Ouais, alors c'est dans ce que je fais, donc c'est imagerie cardiaque, imagerie thoracique, imagerie vasculaire. Donc c'est des cas cliniques, toujours un petit peu la même chose. L'avantage en CHU des cas cliniques, on a tout le temps. Avec cas géniaux, on est bon tous les jours à des cas incroyables. Donc ça c'est génial. Donc des cas à partager, c'est pas la matière qui manque. Après, l'idée c'est d'avoir des cas qui sont pédagogiques. Ma cible, c'est l'interne de radio. L'interne de radio. Ouais, voilà. Pour montrer un truc, voilà, où il ne faut pas oublier, là, il faut penser à ça, là, c'est important. Mais l'idée aussi, c'est un peu d'élargir alors, aux autres médecins, qu'ils soient internes ou pas internes, parce que on se rend compte souvent que même les collègues médecins, ils ne savent pas forcément ce qu'on fait en radio. Ils ne savent pas forcément, là, un scanner, c'est plus utile qu'une IRM, ou là, une IRM, ça va montrer les choses qu'un scanner ne peut pas montrer. Les indications, etc., ce n'est pas toujours bien intégré. Et le côté, on va dire, difficile, subtil ou machin, il n'est pas toujours bien visualisé. Et on a parfois un peu des collègues qui ont un peu, pas une fausse image, mais qui disent, bon, le radiologue, il est pépère, hein, il est dans son coin, il scrolle un peu la souris, hop, 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 pas de grosse bouboule, c'est bon, c'est fini. Puis l'idée, c'était un peu de montrer que finalement, c'est quand même pas que ça, la radio, elle fait des choses. Et l'idée un peu plus globale, c'est aussi de montrer au grand public que voilà, le radiologue, c'est pas juste la personne. Tout radiologue a eu ça. Hein. Dites à quelqu'un, je suis radiologue, il fait tu fais les échos des femmes enceintes, c'est ça. Ou tu regardes si le poignet il est cassé ou pas cassé. Ouais, c'est exactement ça. Donc souvent, le grand public ne sait pas. Et l'idée, c'est aussi un peu de se dire, finalement, de montrer que être radiologue, c'est beaucoup plus que juste voir si le poignet est cassé ou pas cassé. Même si déjà, ça c'est très difficile. Et qu'on fait plein de choses, et que la radio, on fait plein de choses, et que c'est hyper utile, que ce soit dans les urgences, ou que ce soit dans le programmé, le suivi et tout, et de montrer des cas un petit peu sympas, un petit peu intéressants pour essayer un peu aussi d'accrocher. Alors après, je parle pas grand public, hein. Je m'adresse, comme dit, en priorité à des internes. Voilà, mais j'essaye à ce que ça soit à peu près entendable par des gens très motivés. Et je sais qu'il y a des gens qui regardent. J'ai eu des patients qui m'ont dit qui regardent. On a évité, on a vu la vidéo. Et en pratique, qu'est-ce qu'il faut du temps, je pense, ça prend pas mal de temps. Ouais. C'est quoi? C'est du montage, un peu de matériel Alors après, c'est rigolo parce que, pareil, c'est sans fin, en fait, c'est très marrant. Moi, j'aime bien, par exemple, de la photo, c'est sympa. Et donc, le matos pour filmer, c'est encore pire que la photo.
C'est sans fin. Donc, on peut passer sa vie à regarder du nouveau matos, machin et tout. C'est génial, là. On peut comparer les trucs et tout. Donc, moi, après, vous mettez à la console? Moi, je fais un truc très simple. Après, il faut que ce soit facile. Donc, j'ai un petit truc, c'est le DJI Osmo Pocket. C'est génialissime. Comment ça s'appelle? DJI Pocket. DJI Pocket. Ouais, DJI Pocket, c'est génial. Donc, ça permet de filmer, ça peut traquer la personne. Il y a le micro cravate avec. Non, c'est comme un petit microphone, un petit magnéto qui est tout petit, mais avec une super qualité, qui est monté sur une petite tête qui peut suivre, motorisée. C'est super, c'est vraiment super. En fait, donc n'importe qui peut s'improviser. Avec ça, franchement, c'est génial. Donc, ça marche vraiment super bien. Et donc, en fait, j'utilise ça. J'ai OBS pour enregistrer l'écran de mon ordi où j'ai le Pax ou autre pour les images. Il faut évidemment s'assurer que tout... Même pas. Même pas de lumière. Même pas, non, c'est pour ça que la qualité n'est pas oufissime. Et donc, en fait, l'enregistrement, c'est ce qu'il y a de plus facile. Sélectionner un cas, comme dit, il y a plein de cas partout, ça, c'est facile. Trouver un cas sympa, on en a très très régulièrement. Quand on est de garde, on fait des relectures avec les internes, il y a toujours un cas un peu super qui est là. Donc vous sympa. avez un petit carnet, tac. J'ai depuis très longtemps, je note les cas parce que ça sert quand on fait des cours ou des trucs. Donc j'ai une liste énorme de cas sympas. Donc ça, il y a de la matière, c'est pas un problème. Et après, pour les enregistrer, ça va, ça prend pas trop de temps. Le pire, c'est le montage. Ouais. Donc le montage, pareil, j'y connaissais rien au départ. Donc bon. Alors YouTube, c'est génial, il y a des tutos pour tout. Donc on peut apprendre tout sur... Peut-être qu'il y en a qui apprennent le scanner aussi. Mais non, le montage c'est un peu longué. Bon, après c'est comme tout, on s'y fait. Donc non, il faut compter, je sais pas, je dirais l'enregistrement ça doit être une demi-heure. Le montage c'est 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Pour une vidéo? Pour une vidéo, ouais, c'est un peu... Ça va va encore, plutôt... ouais. C'est long, franchement. Oui, mais... Ouais, c'est long. Et alors, le pire, c'est quand le logiciel il plante au milieu, vous allez sauvegarder. Ce qui arrive plusieurs fois au début, parce qu'évidemment, au début, on ne sait pas. On ne sait pas que ça plante. Après, avec le temps, on développe des petites stratégies. C'est assez accessible, dit comme ça. Non, c'est assez facile. Ça prend un peu de temps, mais si on est à l'aise avec l'informatique, ça ne pose pas de problème. Après, je suis à des années-lumière de faire... ce que les gens très doués sur YouTube font, il faut bien extraordinaire. Mais voilà, je fais des trucs extrêmement simples. Et alors, vos internes, ils sont au courant? Regarde, ouais. Ouais, regarde. Il y en a qui me disent parfois, tiens, tu vois, là, le cas qu'on a eu, c'est comme ta vidéo. Ça sert au moins. Oui, c'est sympa. C'est vrai que du coup, vous devez être bien identifié parmi les internes de radio. Il faut croire, il faut croire, Super, génial. On arrive un petit peu à la fin de l'interview. Ce qu'on aime bien faire, c'est poser des petites questions rapides. Ok. Alors, si vous devez retenir un souvenir ou une rencontre particulièrement marquante, on peut commencer par un souvenir professionnel marquant. La mobilité. La mobilité. Ouais. Okay. Ouais. Vous étiez en famille à l'époque ou... Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Donc c'était. On s'est mariés juste avant. Je partais avec ma femme, c'était génial. Super. À la fois professionnellement et à la fois. C'est beau le Canada de l'Ouest. C'est magnifique et puis même c'est une expérience extraordinaire quoi. Le fait d'aller dans quelque chose de complètement différent, c'est extraordinaire. Okay. On a le mal de la famille quand même, mais c'est quand même extraordinaire, vraiment. Ok, génial. Et une rencontre, une personne qui vous a marqué professionnellement? Ma chef, c'est pas original, mais ouais, chef de service, professeur Roy, quoi. Ouais. Okay, ouais, impressionnante. Et alors, si vous deviez donner un conseil au jeune Michael Ohana, qui termine le lycée et qui va commencer ses études de médecine. Un conseil, vas-y, fonce. Tout pareil. Ouais. Ok, super. Et enfin, si vous aviez un rêve pour l'avenir, pour la suite, pour vous. Des journées de 48 heures. Plus de temps. ou alors que l'IA fasse tout le boulot. Mais je pense que c'est plus probable d'avoir des journées de 40. Ok, donc plus de temps pour faire
tout vos projets. Génial. Est-ce que vous avez le mot de la fin à nous partager? Le mot de la fin? On a la chance de faire une super spécialité. Franchement, c'est hyper intéressant. Donc, s'il y a des jeunes qui veulent se lancer, il ne faut pas hésiter. C'est chouette. Ok, super. Merci beaucoup pour toutes ces informations, vous, tout ce partage. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Mickaël. Merci, au revoir. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.